fait partie un petit peu voilà, des éco-films. On appelle ça les éco-films, c'est-à-dire les films qui traitent de la question écologique. C'est un vrai blockbuster. Emmerich, il a réalisé aussi, comme vous le savez, des films comme voilà, Independence Day, 2012. C'était un film assez important, en fait, par rapport à la question de la prise de conscience, en fait, de la question écologique aux États-Unis. Même si son traitement est fondamentalement totalement caricatural d'un point de vue scientifique sur la question du changement climatique, qu'il en devient presque voilà, plus risible qu'informatif. Ça, c'est vraiment quelque chose que les critiques ont véritablement pu dire à l'époque. C'est-à-dire un écart entre ce que le film nous montre et la réalité du changement climatique. On ne peut pas perdre 10 degrés en quelques minutes et toute l'hémisphère nord ne peut pas se transformer en zone glaciaire en une demi-journée. Donc ça, c'est impossible. Mais malgré ces aberrations en fait, scientifiques, le film a été très important et il a touché en fait plus, disons, la dimension émotionnelle du public que sa dimension, disons, rationnelle. Et donc, c'est un film en ce sens-là intéressant qui pose la question oui, du faux aussi. C'est-à-dire comment un traitement qui ne se veut pas scientifique, même s'il y a des scientifiques qui sont montrés dans le film. Le personnage principal est un paléoclimatologue. Comment cette dimension du faux peut malgré tout avoir un véritable impact au niveau de la prise de conscience de la catastrophe écologique. Le film me paraît intéressant parce qu'il interroge à la fois donc, la place des États-Unis dans leur rôle ou leur non-rôle dans cet engagement climatique et aussi donc la puissance ou l'impuissance du cinéma dans cet engagement. Voilà. J'ai évoqué cette séquence où il y a différents ouragans qui donc dévastent la ville de Los Angeles en quelques minutes. Bon, Los Angeles, c'est aussi la ville de Hollywood et on voit d'ailleurs à un moment les lettres de Hollywood s'effondrer sous la force de l'un des ouragans. Donc, c'est aussi une manière de dire voilà, comment le cinéma, finalement, filme-t-il la fin du monde, mais qui est aussi la fin du cinéma. Et il interroge aussi, quand je parlais de la place des États-Unis dans le monde par rapport à justement cet engagement écologique. Il faut savoir que le film est de 2004. Nous sommes, c'est le début du second mandat de George W. Bush, qui était entouré effectivement de climato-sceptiques assez notoires et qui a fait assez peu de choses au final pour le climat. Et d'une certaine manière, les dirigeants que l'on voit, notamment le vice-président Baker, relaient des points de vue de l'administration américaine de l'époque. Et d'ailleurs, on a pu mettre en évidence des ressemblances entre ce vice-président Baker et le vice-président Cheney, Dick Cheney, qui était effectivement le véritable vice-président de George W. Bush à l'époque. Nous sommes en 2004. Un événement a été vécu véritablement par les Américains sur leur propre sol, qui n'est pas une catastrophe de l'ordre de la catastrophe écologique, mais plutôt de l'ordre d'une attaque terroriste. Je pense notamment aux attaques du 11 septembre 2001. Alors, ces événements ont véritablement marqué évidemment le monde entier, mais aussi l'Amérique et notamment Hollywood. Mais mon hypothèse, c'est de dire que finalement, le cinéma américain, Hollywood en particulier, malgré tout, a cherché à représenter, disons, ces événements-là. Et je pense que
euh, le jour d'après, est une manière pour Roland Emmerich de indirectement se nourrir de l'iconographie médiatique et de presse aussi, hein, des attaques du 11 septembre, pour, disons, imaginer aussi le décor de son film. Au moment de l'effondrement des tours, on a ces images de papier. Hein. Les tours jumelles, ce sont essentiellement voilà, des bureaux. Hein. On a la poussière, bien sûr, mais on a beaucoup de papier qui virevolte dans les airs, etc. Et si l'on voit la séquence justement de la dévastation par les ouragans de la ville de Los Angeles, on ne peut pas ne pas songer à des attaques du 11 septembre. Il y a une deuxième séquence aussi où l'on retrouve le personnage de Jack Hall, donc, qui est ce paléoclimatologue avec ses deux compatriotes, Jason et Frank. Alors, ils sont dans un centre commercial, je crois que c'est en Pennsylvanie, et puis, voilà, ils essaient d'en sortir. Là, c'est totalement enneigé. Et Frank, voilà, se sacrifie pour justement qu'il puisse sortir de ce centre. Et il tombe en fait dans justement un centre commercial et on reconnaît un escalator là, voilà, recouvert de neige. Et on a des clichés, notamment après la chute des tours jumelles, qui est aussi un centre commercial, où l'on voit donc à l'intérieur des escalators à l'arrêt, bien sûr, et avec toute cette poussière dessus. Et je pense que cette séquence est aussi un écho à cette imagerie. Troisième, et peut-être la plus manifeste, disons, de ce parallèle, hein, tous ces plans d'ensemble que l'on voit de la ville de New York sous la neige font éminemment penser, je trouve, à la ville de New York recouverte par justement les cendres, la poussière, les débris, etc., qui évidemment peuvent revenir de façon plus ou moins subliminale ou inconsciente dans l'esprit du spectateur américain. La prise de conscience passe par une forme d'effroi. Et je pense que c'est intéressant de confronter la manière dont le cinéma enfin, l'image en mouvement peut utiliser, disons, la peur pour voir si ça peut fonctionner, hein, dans cette prise de conscience. C'est un des enjeux de la réflexion voilà, autour des collapsologues, hein, toutes les hypothèses sur l'effondrement, de savoir si on doit faire peur et véritablement peur aux populations pour qu'un déclic ait lieu et que finalement ces populations fassent pression ensuite sur les gouvernants pour que les choses changent. Hein. C'est vraiment un débat très intéressant. C'est vrai qu'on peut poser aussi cette question-là par rapport au cinéma et de voir si une hyper spectacularisation qui joue justement sur une production d'effroi d'une certaine manière peut être efficace. Mon sentiment, c'est que cette efficacité, elle est nulle au sens où elle est quasi inexistante, puisqu'il y a tellement d'images spectaculaires, inspirées d'ailleurs du coup d'une imagerie presque de blockbuster, comme celle du jour d'après, que si finalement depuis tellement d'années, que si cette hyper spectacularisation avait eu un effet, ça se saurait, et que les gouvernants auraient agi depuis bien longtemps pour, disons, avoir voilà, des politiques publiques dignes de ce nom pour lutter contre tous ces désastres dont nous sommes les témoins. Les médias ou les journalistes sont présents, hein, c'est eux que l'on voit d'ailleurs réaliser des reportages pendant notamment voilà, la scène où Los Angeles est dévasté par ces ouragans. Le fait de montrer ça, je interroge aussi l'espèce de risque que l'on peut prendre à enregistrer des images dans des circonstances ou des conditions de danger imminent. Hein. Ça rejoint d'ailleurs un paradigme qui est celui du journalisme des chaînes d'information en continu, hein, qui est finalement le paradigme de l'immersion. Plus l'immersion est grande, plus l'information est authentique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que le film, je pense, prend en compte
hein, avec aussi l'idée que, encore une fois, que les personnes qui enregistrent ces images-là, à l'avant-poste du danger, sont des héros, hein. Donc il y a une forme d'héroïsation aussi bon, de la figure du journaliste. Et je pense que ça, c'est extrêmement problématique, même si cette héroïsation, hein, elle fonctionne aussi beaucoup dans les films blockbusters, dans les éco-films de type blockbuster comme Le Jour d'après, hein, qui est quand même organisé autour voilà, d'un personnage, le personnage de Jack Hall. Mais ça pose vraiment un problème de savoir voilà, si cette identification à un héros est une condition suffisante pour ensuite servir de moteur à un engagement pour les spectateurs et spectatrices du film hors de la salle de cinéma. Hein, est-ce que l'héroïsation est un bon vecteur? Encore une fois, je ne le crois pas pour ma part. C'est un film, oui, qui se veut engagé. Je pense que c'est aussi une manière de se donner une bonne conscience aussi par rapport à, voilà, à la manière dont ce pays, les États-Unis, quand même le plus grand pollueur de la planète. Et j'ajouterais aussi, et il y a des articles passionnants là-dessus, que Hollywood lui-même hein, est une industrie extrêmement qui pollue considérablement. Hein, donc ça, c'est un trait qui devient de plus en plus d'actualité. Il y a de plus en plus d'articles là-dessus. C'était moins le cas à l'époque, mais c'est vrai que il faudrait interroger, disons, l'engagement d'un film comme Le Jour d'après au regard de son empreinte carbone. Hein. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais en tout cas, je suis persuadé que c'est un film qui était extrêmement polluant, disons, à l'époque. C'est vraiment un des aspects intéressants du film. Il renverse un petit peu, à tous les sens du terme, hein, le mouvement de migration. Hein. On ne va plus du Mexique vers les États-Unis, mais des États-Unis vers le Mexique. Voilà, ça c'est effectivement un geste assez fort. Le film aussi, d'une certaine manière, anticipe cette catégorie qui est maintenant reconnue même par les Nations Unies, hein, catégorie de migrants écologiques. C'est-à-dire que voilà, il y a des déplacements de population au niveau de la planète qui sont dus véritablement à des effets justement de ces catastrophes environnementales dont nous parlons. Il faudrait que le cinéma aujourd'hui s'empare de ces migrations-là, d'un point de vue bien sûr humanitaire, mais pas uniquement, mais de voir, voilà, de réaliser des documentaires ou des fictions ou toutes sortes de films qui voilà, rendraient publiques ces catégories de personnes qui sont finalement peu représentées. Hein. C'est quoi un déplacement de population pour des raisons climatiques? Hein, est-ce que c'est des terres inondées? Est-ce que c'est des terres où il n'y a plus d'eau ou qui sont asséchées, au contraire? Hein, comment ça se passe? Hein, il faudrait vraiment prendre à bras-le-corps, encore une fois, cette question-là et que le cinéma, les cinéastes hein, se proposent. Et il y a déjà hein, une production de ce type-là, mais en masse, que ce soit véritablement une question de cinéma qui soit posée là. Je pense qu'il faut véritablement parvenir à s'émanciper de cette imagerie spectaculaire qui est sans cesse dans la surenchère et qui voilà, mobilise aussi des critères formels qui se rapprochent, qui sont extrêmement embarrassants. Hein, voilà, ces images extrêmement léchées, bien cadrées, qui sont des belles images. C'est quoi un incendie qui reste beau d'un point de vue de la représentation? Voilà, c'est un problème. Donc, entre l'hyperspectacularisation et puis des images suresthétisées qui constituent le gros, finalement, de la représentation du désastre climatique, et y compris chez voilà, les militants qui tentent de aussi utiliser l'image en mouvement pour cette cause très importante. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail à faire en ce sens-là et opérer un petit peu comme ça des espèces d'écarts ou de pas de côté par rapport à cette imagerie qui est donc dominante, monotone et inefficace, selon moi, de par l'indifférence qu'elle suscite et l'habitude qu'elle produise chez les populations de manière générale.
Oui, il y a un film en fait qui m'a marqué un petit peu, c'est Le diable probablement de Robert Bresson. Il opte pour une forme d'invisibilité, c'est-à-dire que il y a une séquence, un moment où l'on voit de déforestation, hein, mais comme souvent chez Bresson, on est dans une forme extrêmement elliptique de la représentation, qui n'est pas de l'ordre du représentatif, justement. C'est un film qui montre aussi des militants verts, des militants écologiques, qui souvent on les voit en train de commenter des images d'archives, et Bresson nous les montre de façon totalement détachée en train de commenter ces images. Hein, et ce détachement-là amène le spectateur à s'interroger justement sur la portée aussi du discours qui accompagne ces images. Et Bresson, justement, en mettant en scène ces jeunes gens qui sont des militants, questionne justement les faits, ou alors au contraire l'absence des faits, hein, de ce discours militant, et nous invite peut-être, et invite les militants et les militantes à inventer d'autres formes de prise de parole. Moi, je suis très optimiste en ce sens-là. Je pense que voilà, la jeune génération va prendre le relais sur toutes ces questions-là. Je suis très optimiste. Elle est beaucoup plus sensible qu'on a pu l'être il y a même 20 ans. Et voilà, on va voir ce que ça va donner.